Alors j'ai préparé un diaporama, je vais vous montrer quelques diapositives, mais quand on intervient comme ça en deuxième partie de journée, c'est intéressant de se resituer par rapport à ce qui a été entendu pour donner davantage de sens aux propos, d'autant plus que ce que j'ai entendu ce matin m'incite à dire que mon propos va paraître un petit peu décalé, parce que très centré sur un groupe socio-professionnel, ce qui n'était pas du tout le cas des interventions de ce matin, qui étaient davantage centrées sur les entreprises. L'un n'empêche pas l'autre, et bon, depuis 15 ans que j'enseigne dans les écoles, principalement d'ingénieurs et un peu de commerce, je donne des cours à la fois sur l'éthique professionnelle, certains diront déontologie, et des cours sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc pour moi, responsabilité collective, responsabilité d'entreprise et responsabilité individuelle sont des choses qui ont grand besoin d'être articulées. Donc je ne les oppose pas, mais mon propos d'aujourd'hui sera très centré, exclusivement centré sur la dimension individuelle. Mais pour moi, ça me paraissait important de dire que ce n'était pas en opposition, mais en recherche d'articulation d'ailleurs. Donc c'est un parti pris, c'est celui d'explorer les représentations individuelles, pas non plus les actions, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études, alors je ne suis pas forcément sur l'éthique opérationnelle, je suis beaucoup sur les représentations, sur les rhétoriques, sur ce que les gens disent de l'éthique. Alors d'aucuns pourraient dire que ce que les gens disent, c'est pas important, ce qui est intéressant c'est ce qu'ils font, que les codes, les rhétoriques, c'est beaucoup de blabla. Mon parti pris de sociologue, c'est que tout cela a du sens, que ces textes, ces rhétoriques, même si elles ne sont pas toujours suivies des faits, c'est contribuer à la construction d'une culture collective. Et je m'intéresse énormément à la formation des jeunes, et cette culture collective, elle a une incidence très très forte sur la culture des jeunes diplômés. Donc je suis dans ce parti pris donc, de faire un coup de zoom, qui va peut-être paraître étroit, mais j'espère instructif, sur donc, les ingénieurs, sur la déontologie, avec un recul historique, et parti pris que les discours valent la peine d'être étudiés. Ils ne disent pas tout de l'éthique et de la déontologie, mais ils en disent quelque chose, pour moi, de très instructif. L'autre point de mise en perspective, pour voir comment j'établis des articulations avec le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable. François Fatou disait tout à l'heure, en matière de RSE, il y a différents acteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent prendre leur part de responsabilité. Et par exemple, les entreprises, ce ne sont pas les premiers acteurs auxquels on a pensé quand on parlait du développement durable. D'ailleurs, le terme responsabilité sociale des entreprises, c'est développé au moment où on s'est dit le développement durable et les entreprises dans tout ça. Donc c'est autour principalement de la conférence de Johannesburg, où en tout cas pour ce lieu-là, pour les Nations Unies, on s'est dit le développement durable, un enjeu mondial, et les entreprises et les syndicats aussi d'ailleurs dans tout ça. Ben moi je dis et les ingénieurs dans tout ça, donc c'est aussi un acteur parmi d'autres, un acteur un peu transversal. Je prends un groupe professionnel d'individus qui peuvent se trouver dans différentes organisations, différentes entreprises et exercer différents métiers. Alors un autre point de préalable avant d'entrer dans ce que j'avais préparé, c'est... alors, j'ai été frappée de voir que le titre de la conférence, c'est vraiment le mot éthique, et dans les propos, les personnes qui interviennent n'ont aucune gêne de parler de responsabilité sociale et de développement durable. J'en suis ravie, parce que pendant longtemps, j'ai entendu une opposition, c'est les gens s'intéressent soit à l'éthique, soit au développement durable. Et j'ai rencontré parfois, alors bon, ça fait 15 ans que je m'intéresse à l'éthique, et puis 7-8 ans de façon très, je dirais, professionnelle à la responsabilité sociale des entreprises. Mais il y a eu un temps où je croisais des chercheurs qui me disaient « Moi, je m'intéresse à la RSE, mais pas à l'éthique. Moi, je ne fais pas d'éthique. » Ça me paraissait étrange. Alors, l'éthique n'est pas la RSE n'est pas le développement durable. Il faut établir des définitions, des distinctions, se mettre d'accord. Mais ce sont des choses qui sont très liées. On ne s'intéresserait pas à la RSE si on n'avait pas mis le doigt sur les enjeux dits du développement durable, et on ne s'intéresserait pas au développement durable si derrière il n'y avait pas une préoccupation éthique à l'égard de gens qui ne sont pas encore nés. Donc si ça c'est pas éthique de faire aujourd'hui des choses par rapport à un rapport de force qui pour le coup n'est pas très dérangeant,
puisque la probabilité d'être mis en accusation, d'avoir à répondre concrètement de ce que je fais devant un tribunal, la mise en accusation par des gens qui ne sont pas encore nés, elle est très faible. Donc il y a en arrière-fond forcément une dimension éthique et morale. Alors, d'autres distinctions ce matin, des personnes ont dit éthique, morale, ça c'est de la déontologie, ça c'est de l'éthique, ça c'est de la morale. Là, je vais parler de la déontologie comme étant quelque chose qui fait partie du champ de l'éthique et de la morale. Donc je ne confonds pas, je ne dis pas l'éthique, la déontologie, c'est la même chose, mais on est quand même dans des familles qui ont d'idées, qui ont des choses à se dire. Et pour moi, la déontologie peut participer à la réflexion éthique. Alors, vous allez tout de suite voir qu'avec ma première diapositive, d'où cette explication, je mets déontologie éthique comme si c'était, vous allez le voir après, mais j'ai mis déontologie éthique comme si c'était des synonymes, et ce n'est pas ce que je pense. Donc une déontologie qui évolue avec le temps. Le petit parcours que je vous propose pour les quelques minutes que j'ai ce matin, c'est d'aller voir ce qui s'est passé aux États-Unis au début du XXe siècle jusqu'à maintenant, et un petit tour par la France. S'il y en a qui veulent aller plus loin, j'ai fait le tour au Québec et en Allemagne, mais c'est dans mon ouvrage. Mais l'idée, c'est d'avoir une lecture un peu culturelle. Si je suis allée explorer dans différents pays, c'est pour voir comment, d'un pays à l'autre, quand les ingénieurs disent c'est quoi notre éthique, c'est quoi notre morale professionnelle, c'est quoi notre déontologie, c'est ancré dans un territoire, c'est ancré dans une histoire, c'est ancré dans une culture. Donc quand je montre les États-Unis, c'est pas pour dire c'est ingénieur du monde entier, c'est comme ça, c'est vraiment historiquement et géographiquement situé, mais instructif à deux égards, parce que c'est ancien, c'est-à-dire que si un code de déontologie, aujourd'hui charte d'éthique pour les ingénieurs français depuis quelques années, aux États-Unis, ça fait bientôt un siècle, donc il y a une antériorité qui fait que pour une chercheuse, il y a de la matière, hein, ils ont révisé ces documents et c'est pour moi un objet tout à fait passionnant. Et l'autre intérêt, donc c'est, oui, en effet, le nombre de documents que l'on peut étudier. Et ça m'a intéressé aussi pour une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, des ingénieurs français, il y en a plein qui bossent aux États-Unis, des ingénieurs américains travaillent avec des ingénieurs français. Je me dis, il y a en même temps cette conviction que chacun va penser éthique, morale, déontologie dans une histoire particulière, singulière, liée à son éducation, au pays qu'il a vu grandir, aux valeurs religieuses et politiques dominantes là où il a grandi. Et en même temps, typiquement le métier d'ingénieur, comme beaucoup de métiers cadres, sont des métiers qui se vivent sans grand souci des frontières, ça se vit sans frontières. Il n'y a pas que les ISF, ingénieurs sans frontières, qui sont sans frontières. Donc cette compréhension des autres cultures me paraît un point important et pas qu'une curiosité, pas qu'une anecdote. Donc j'imagine que la citation que j'ai déjà affichée ici a pu vous étonner. En tout cas, j'espère qu'elle vous étonne un peu. Moi, j'ai été étonnée de voir que dans le tout premier code de déontologie écrit par des ingénieurs, pour des ingénieurs, c'est pas le premier. Le premier, il a été publié en Angleterre, puis repris par les Américains, révisé. Les Anglais, pendant un siècle, ne se sont pas beaucoup intéressés à ça. Donc, petite parenthèse, il y a eu un texte britannique antérieur, mais la grosse histoire des codes de déontologie, c'est aux États-Unis. Et le point que je trouve remarquable dans cette première phrase, c'est cette mise en avant des intérêts du client et de l'employeur. Alors, le client et employeur, dans la même phrase, comme si c'était des choses comparables, a fait beaucoup l'objet d'écrits dans les années qui ont suivi. Mais ça, c'était le premier texte. Donc, au début, l'éthique, c'est la loyauté. Alors, vous voyez, j'ai mis éthique, déontologie. Donc, j'aurais dû dire au début, la déontologie, c'est la loyauté. Et en effet, les premiers textes, que ce soit celui-ci d'une association d'électriciens, celui-ci comme les quelques-uns écrits dans le milieu de la mécanique à la même époque, ils disent tous la même chose. Un ingénieur éthique, un ingénieur moral, un ingénieur qui fait bien son boulot, c'est un ingénieur qui est loyal à l'égard de son employeur, principalement. Et puis on voit une évolution que j'ai trouvée très instructive, c'est qu'au fil du temps, les codes se sont mis à parler de sécurité, de santé. Et les deux exemples que j'ai choisis sont à 27 ans d'écart. Et on voit déjà une évolution. Donc on est en 47 puis en 74. Et on voit apparaître donc de nouvelles préoccupations. Et vous voyez, entre ces 27 ans, il y a un accent qui est plus fort, hein, entre dire doivent tenir dûment compte et mettre au premier plan.
Ça veut dire que ça discute que chez les ingénieurs, en tout cas ceux qui sont dans ces comités, dans ces groupes qui réfléchissent au sens de leur action, il y a une évolution. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, mais on ne parle pas beaucoup de respect. Ben là, c'est le respect de la sécurité, le respect de la santé, le respect du bien-être du public. Alors, certains vont même un petit peu plus loin. Donc là, le code que je cite, celui de l'ABET, c'est l'équivalent de la commission des titres d'ingénieurs. C'est un code qui a tenté et qui réussit pas trop mal à fédérer les associations américaines d'ingénieurs. Mais il y a une association qui s'est toujours distinguée, encore aujourd'hui, et qui, dans son texte en 1974, a fait valoir un article que les autres ne voulaient pas signer, d'où leur distinction. Et leurs responsabilités sont limitées. Leurs responsabilités vis-à-vis des employeurs sont limitées par cette obligation. Il y a une hiérarchie. C'est pas je dois être loyal vis-à-vis de mon employeur et aussi je dois faire attention à la sécurité et la santé, mais il y a une hiérarchie et elle est posée dans ce code. Alors après, c'est un idéal. Ce code est un idéal. Je ne dis pas que tous les ingénieurs de cette association ont toujours été en conformité. C'est pas ça. On est dans la rhétorique, mais une rhétorique qui se cherche et qui, dans certaines associations, va aller plus loin que dans d'autres. Et 16 ans plus tard, on voit donc chez ces électroniciens qui se distinguent, même cette obligation à divulguer promptement tout facteur qui pourrait mettre en danger le public et l'environnement. Alors, donc, les ingénieurs ne vivent pas dans un monde clos, la société change, les ingénieurs aussi. Et quand on essaye de comprendre l'apparition de ces différentes thématiques, il n'y a qu'à regarder l'histoire des États-Unis et des différents mouvements d'idées. On trouverait la même chose en France, sauf comme je n'avais pas de code à mettre en parallèle. Mais il y a un certain nombre de mouvements dans la société civile qui ont touché le monde des ingénieurs et l'apparition de la préoccupation de la sécurité, de la santé n'est pas sans lien avec l'émergence, par exemple, des mouvements de consommateurs. Alors, il y a eu une histoire qui a beaucoup frappé les esprits chez les ingénieurs américains. C'est l'histoire de 3 ingénieurs qui étaient justement membres de cette association assez en pointe sur l'éthique et encore aujourd'hui, ils sont toujours distingués. Et c'était 3 ingénieurs qui étaient bêtement inquiets d'une chose, c'est que le sous-traitant qui était en charge de la sécurité du freinage du train automatique sur lequel ils travaillaient dans la baie de San Francisco, ils avaient l'intime conviction que ce travail n'était pas sérieux. Ces 3 ingénieurs n'étaient pas, par leur intitulé de poste, par leur mission, en charge de dire on travaille avec ce sous-traitant ou pas. Ils étaient au courant, ils étaient informés, mais ils n'étaient pas en position de responsabilité directe. Mais ils voulaient faire quelque chose. Et bon, ça nous pose souci, on n'a pas envie que des gens se tuent parce que la sécurité du freinage n'est pas assurée. Et donc, alors c'est une histoire très très classique qui est dans tous les bouquins d'éthique pour ingénieurs aux États-Unis. Donc ils ont demandé à un consultant de confirmer leurs soupçons, et puis les soupçons étaient confirmés. Ils ont essayé de contacter un membre du conseil d'administration en disant mais nous c'est discret, on ne cherche pas du tout à se faire remarquer, on a envie de garder notre job, on a envie que tout se passe bien, mais on ne veut pas de mort. Et ce membre du conseil d'administration n'a pas réussi à se faire entendre en conseil d'administration et a décidé de livrer tout à un journaliste de la presse locale. Ça a été un scandale énorme et vous ne serez pas tellement étonnés si je vous dis que très peu de temps après, ces 3 ingénieurs se sont retrouvés licenciés pour des raisons qui n'avaient officiellement rien à voir avec ce projet. Ceci dit, leur dire était confirmé. Il n'y a pas eu un accident mortel, mais un incident très grave. Quand on a analysé les causes de l'incident, était exactement ce qui était écrit dans le rapport du consultant. Et le motif, c'était l'insubordination. Et on a fait état d'ingénieurs qui cherchaient à se mettre en avant, mais pas du tout soucieux d'autrui et de l'entreprise. Alors je dis ça avec grande facilité parce qu'on pourrait dire mais de quel droit dites-vous ça? Il y a une littérature comme ça sur cet accident et je ne prends pas trop de risques en disant que, voilà, que ce licenciement était injuste. C'est peut-être pas toujours le cas, mais là c'était vraiment le cas. Et alors ce qui a été frappant, c'est que l'association dont ils étaient membres, l'association des électroniciens qui était très en pointe sur l'éthique, s'est laissée interpeller par cette histoire. Elle a dit ben, on a un code, ces gars-là ils ont fait ce qu'on dit dans le code et nous qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on les met à l'honneur, on en parle, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour la première fois de l'histoire de cette association, qui est la plus grosse association d'ingénieurs au monde aujourd'hui, donc ce n'est pas une petite association de quartier, pour la première fois, ils se sont engagés donc, en justice auprès de ces ingénieurs, ils se sont mouillés, ils se sont mis en avant leur nom. Et
tout particulièrement une sous-société de IEEE qui s'appelle la Société pour l'impact social des techniques, a eu l'idée de mettre en place un award, un prix d'honneur, qui est depuis lors remis quand il y a lieu, donc c'est pas tous les ans, mais chaque fois qu'un cas vraiment mérite une attention particulière. Et les 3 premiers primés pour ce prix du courage exceptionnel dans l'intérêt public a été remis à ces 3 ingénieurs. Donc c'était quelque chose de nouveau et ça a vraiment fait remuer les ingénieurs. On a un code, mais qu'est-ce qu'on fait de plus? Et vous pourriez trouver sur cette association beaucoup de documents, d'articles, de mise en commun d'expériences, de relecture d'expériences, et même en 96, un guide de conduite pour l'ingénieur qui serait tenté de tirer la sonnette d'alarme, et à qui dans ce guide on dit, bon alors voilà toutes les questions qu'il faut que tu te poses avant de courir peut-être au casse-pipe, t'appelles pas tout de suite la presse, mais quelles sont toutes les étapes qu'on a envie de te proposer. Et ils ont même eu pendant une dizaine d'années une hotline, donc il y avait des gens prêts à répondre au téléphone, des sages, des retraités, des gens qui avaient du temps, des gens compétents dans le droit, qui pouvaient, face à des dilemmes éthiques de leurs collègues, en toute discrétion, apporter un soutien. Alors le dernier cas qui a été primé, c'était en 2008, c'était un monsieur qui s'appelle Michael Decourt, et alors lui, il a utilisé les moyens technologiques de son temps, puisque le problème qu'il n'a pas réussi à faire remonter en interne, parce que s'il avait réussi, on n'en aurait pas entendu parler. Donc il travaillait pour les gardes-côtes américains, il y avait des gros problèmes de sécurité qui, quand on lit le dossier, paraissent extrêmement... On ne comprend pas, quoi. J'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet, sur cet accident, pas cet accident, mais sur cette affaire. Et je me dis, bon, à un moment, il y a un point aveugle. On dit il faut 6 caméras pour voir si des gens grimpent sur le bateau de ces gardes-côtes, sécurité nationale. Partout, c'est marqué il en faut 6. À la fin, il y en a 5. De toute évidence, dans tous les rapports, on voit qu'il y a un angle mort. Et lui, pendant 4 ans, dit il y a un angle mort, il y a un angle mort. Bon, c'est pas, je dirais, une controverse technologique extrêmement complexe, quoi. Et donc, n'ayant pas réussi à se faire entendre, même pas au comité d'éthique, hein, vous savez que maintenant, dans beaucoup d'entreprises en France, mais aux États-Unis, ça fait longtemps, il y a des gens qui sont des spécialistes de l'éthique et de la responsabilité, mais même là, il ne se fait pas entendre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il branche sa webcam, il s'installe devant son ordinateur, il a bien préparé sa mini-conférence de quelques minutes, et il commence en disant, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire maintenant, et il raconte sur YouTube. Alors, 3 jours après, c'était sur la une de tous les quotidiens américains, en tout cas sur les pages web, puis dans certaines versions papier. Et là encore, pour avoir bien étudié le dossier, je pense qu'en effet, il a fait tout ce qu'il pouvait faire de l'intérieur, et que de guerre là, s'il en est arrivé là, il a reçu donc le prix. Il a reçu le soutien de cette association qui a également étudié de très près le dossier pour ne pas mettre à l'honneur quelqu'un qui aurait cherché à nuire à son entreprise. Et pour un certain nombre de choses, les recommandations qu'il avait faites ont été prises en compte très vite, très discrètement, comme si depuis longtemps on allait le faire. Et bon, il y a un procès qui est en cours. Alors ça, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin puisqu'on était plutôt sur les stratégies et c'est éminemment important, éminemment fondamental de parler d'éthique dans les stratégies. Mais il y a aussi des individus et en particulier des cadres. Ce matin, on disait bah oui, c'est pas du tout la démocratie, les salariés peuvent rien faire. Certains salariés ont peu de marge de liberté, mais il y a toutes sortes de salariés. Il n'y a pas qu'un PDG et plein de salariés silencieux. Il y a des cadres supérieurs et ceux-là peuvent être éminemment tiraillés entre autres, hein, j'ai pris cet exemple, la sécurité, la santé du public et leurs obligations. Alors il y a un terme que les Américains appellent le whistleblowing, pour caractériser ces gens qui soufflent dans le sifflet, qui tirent la sonnette d'alarme. Et pour Carl Mitcham, qui est un grand philosophe américain des techniques, c'est vraiment le problème numéro 1 pour éthique pour un ingénieur. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des ingénieurs qui sont plus en position qui peuvent travailler en gestion de ressources humaines, comme principalement managers, qui vont être très très éloignés de la technique. Mais ce que dit Carl Mitcham, c'est que s'il y a un sujet qu'on ne trouvera quasiment que chez les ingénieurs, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme les problèmes autour du licenciement qu'on trouvera pour un ingénieur ou pour quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne trouvera qui est spécifique, donc il n'y a pas que ça, mais ça on ne le trouve que là. Et il faut en parler aux étudiants, et il faut en parler avec les ingénieurs, parce qu'il n'y a qu'avec eux qu'on peut avancer sur ce dossier. C'est cette question du tiraillement entre l'intérêt public et les obligations.
Alors, qu'est-ce que les ingénieurs disent quand on leur parle de problèmes éthiques? Alors, je m'appuie sur une enquête d'il y a quelques années. Et ce que j'ai surtout envie de mettre en avant, c'est qu'il y a une culture commune. Et à travers cette enquête, j'ai repéré qu'il y a un certain nombre de choses dont on peut parler, qui se font en entreprise, qui se font parfois dans la leur. Mais comme un seul homme, il n'y a pas beaucoup de femmes chez les ingénieurs, mais comme un seul homme, ils disent non. Ils disent ça ne se justifie pas. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y collaborent pas parfois, mais ce sera contre leurs valeurs fondamentales. Mais en revanche, et c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'il y a d'autres types de situations, d'actions d'entreprise pour lesquelles, dans mon enquête, qui a touché 3900 ingénieurs, la population était plus partagée. Et là, ce serait intéressant de dire, bon, quelles sont les circonstances particulières qui vont te faire dire que là, c'est justifié, là, c'est pas justifié. En tout cas, là, il y a du débat et des choses sur lesquelles on peut penser à un discours un petit peu commun, un discours collectif, des lignes directrices portées par ce groupe professionnel. Donc on avait avant des inconditionnels et là des positions qui peuvent être conditionnées. Et ce qui m'a encore plus intéressé, c'est que dans la liste des propositions c'est une des questions des nombreuses que j'ai posées, l'écart type était énorme. Ma population de 3900 ingénieurs était vraiment étalée sur les 7 échelons de l'échelle que j'avais proposée. Et c'était 2 phrases qui justement venaient en lien avec cette problématique identifiée par Carl Mitcham comme au cœur du dilemme des ingénieurs. C'est, par exemple, refuser de prendre part à un projet de l'entreprise pour des raisons de conviction personnelle, donc je dirais objection de conscience. Oui, non, justifié, pas justifié, ça dépend de quoi, et il y aurait beaucoup à discuter. Et rendre public des informations confidentielles d'une entreprise concernant, et là j'avais choisi un manquement à la sécurité, j'aurais pu choisir autre chose. Là aussi, la population est très partagée, et je me dis que derrière ce partage des opinions spontanées, il y aurait beaucoup de choses à discuter. Et j'ai bientôt fini. Alors, pour montrer, là aussi, des points de convergence dans la corporation, dans le groupe, qui ne se représente pas d'ailleurs comme une profession, comme une corporation, mais que je me permets de traiter comme un groupe social qui se distingue des autres, parce que depuis 15 ans, j'ai des bébés ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs, et pendant leurs premières années, ils se ressemblent beaucoup. Après, leur métier change, mais quand ils sont à l'école et quand ils sont dans leurs premières années d'exercice, malgré tout, je vois bien que c'est un groupe et ce n'est pas les mêmes que ceux qui sortent d'école de commerce ou de fac de droit ou de fac de médecine. Alors, et donc, il y a une culture commune sur laquelle on pourrait, je pense, ancrer des questionnements éthiques spécifiques. Alors, 2 questions sur lesquelles j'ai senti, en tout cas sur la première, une réponse assez unanime. Non, ce n'est pas un luxe pour les entreprises en bonne santé économique, l'éthique. Donc là, on est en éthique des entreprises, mais c'est un avis d'ingénieur sur ces questions-là. 3/4 disent non, ce n'est pas un luxe. Bon, mais après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et une autre question sur le conflit qu'il peut y avoir entre des recherches scientifiques et des principes moraux. Et la dernière diapo, pas tout à fait la dernière, mais presque, en tout cas le dernier chiffre que je voudrais vous montrer. Alors, une de mes questions, j'étais bien au courant de l'existence d'un code d'éthique pour les ingénieurs français proposé par le CNISF, code de déontologie en 96-97, charte d'éthique en 2001. C'était pas le cas de mes 3901 répondants, et je leur ai pas demandé, c'était pas un QCM de connaissance, je n'ai pas dit connaissez-vous le code, l'avez-vous signé, connaissez-vous le contenu. Je leur ai posé comme si c'était pas sûr qu'ils sachent. Est-ce que vous pensez qu'un code d'éthique adapté à la profession permettrait de donner des repères à l'action dans des situations délicates? Bon, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une des questions pour lesquelles j'ai le plus de ne sais pas. Parce qu'en effet, ce n'est pas tellement dans notre culture et dans nos habitudes, contrairement à nos amis américains. Mais malgré tout, la position, c'est plutôt dans le plutôt d'accord que tout à fait d'accord, mais beaucoup disent, tiens, pourquoi pas, allons voir ce qui se passe de ce côté-là. Alors, de fait, au CNISF, il y a un code, une charte d'éthique aujourd'hui, en 96, 97. Alors, j'aurai confirmation. Moi, j'ai des textes qui disent 96, des textes du CNISF qui disent 96 et d'autres 97. Donc, peut-être qu'il a été validé par une instance différente en 97. Mais en tout cas, il y a eu un code de déontologie en 97 et complètement révisé en 2001. Et j'ai repris une phrase que je trouvais bien, qui faisait bien écho avec ma préoccupation du jour. Il y a une phrase qui dit, et vous avez le texte d'ailleurs de cette charte dans vos documents, l'ingénieur a conscience et fait prendre conscience de l'impact des réalisations techniques sur l'environnement.
un peu plus loin, un ingénieur ne saurait agir contrairement à sa conscience professionnelle. Le cas échéant, il tire les conséquences des incompatibilités qui pourraient apparaître. Alors j'ai mis en rouge parce que je me dis, je comprends, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience par les rédacteurs que ce problème existe, mais je trouve qu'on les laisse un peu livrés à eux-mêmes. Les ingénieurs disent, bon, bah, tirez les conséquences, et je me dis, il y aurait probablement matière, au sein du CNISF ou ailleurs, de pousser plus loin et de dire, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on invite, comment on accompagne, comment on aide au discernement, sans pousser les gens à aller forcément au casse-pipe, parce que c'est pas ni mon rêve pour mes futurs diplômés, ni le rêve d'aucune association professionnelle pour ses membres. Alors, pour aller plus loin, il y a quelques ouvrages. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui est juste à consulter parce que je n'en ai qu'un exemplaire. Un autre dont il y a quelques exemplaires que vous pouvez acheter, qui sont les fruits de mes recherches à la fois historiques et comparatives pour le premier ouvrage. Et le deuxième, une enquête sociologique dont je vous ai évoqué quelques chiffres. Et il y avait de l'antériorité au département d'éthique de l'Université catholique où je travaille. En 97, il y avait déjà un ouvrage, un essai très très intéressant sur la question. Et puis une compilation d'articles qui avait été publiée l'année d'après. Voilà, je vous remercie de votre attention.